Du coup, voilà, il va s'agir d'un atelier d'introduction à la métaéthique. Donc moi, je suis Antonin Broy, je suis actuellement secrétaire général d'Altruisme Efficace France. Et je suis également en train de finir mon doctorat en philosophie. Même si pendant mon doctorat, je ne me suis pas tellement intéressé aux problèmes de métaéthique. Du coup, la préparation de cet atelier m'a vraiment permis de monter en compétence là-dessus. Donc voilà, c'est aussi pour dire que je suis pas forcément un expert. Je pense pas que j'aurai réponse à toutes les questions qui sont posées, et surtout sur un sujet aussi difficile que la métaéthique. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent vraiment répondre à toutes les questions. Du coup, je pense que la présentation durera, je pense, 40-45 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et ensuite, si vous avez des questions, on pourra échanger là-dessus. Ok. Je vais parler de métaéthique, mais assez souvent, on parle plutôt d'éthique, et notamment dans l'altruisme efficace, il y a souvent une grosse composante de réflexion éthique. Et dans un premier temps, je vais essayer de montrer comment exactement la métaéthique diffère de l'éthique. Et ensuite, ce que je ferai, c'est je passerai en revue les principales positions de métaéthique, ainsi que les principaux arguments qui sont mobilisés en faveur de telles positions ou contre ces positions. Et à la fin, je discuterai un peu plus longuement du débat entre réalisme et anti-réalisme moral, puis de l'incertitude métaéthique. Donc pour commencer, c'est quoi exactement la métaéthique? Ce qui intéresse avant tout le mouvement de l'altruisme efficace, ce sont d'apporter des réponses à des questions éthiques. Alors pourquoi on pourrait penser? Parce que quand on essaye on a la volonté d'aider les autres efficacement, en général, on pense que on le fait au moins en partie pour des considérations éthiques. C'est pas que en tant qu'altruiste efficace, on aurait une sorte de pulsion incontrôlable d'aider les autres et d'essayer de le faire de manière la plus efficace possible. C'est pas non plus une sorte de caprice sans aucune raison. En général, on considère qu'il y a au moins quelques raisons, des bonnes raisons, des raisons éthiques d'essayer d'aider les autres d'une manière efficace. Donc ça veut dire que l'altruisme efficace va se préoccuper d'éthique. Alors quelques exemples de questions éthiques qui sont particulièrement en vue dans le mouvement de l'altruisme efficace, je vais en donner quelques-unes. La première, quel est le critère pertinent pour être un patient moral? Donc la passion morale, c'est un terme un peu technique de philosophie, et ça veut dire en gros être un individu qui a certains droits et envers lequel on a certaines obligations. Typiquement, voilà, ça va être l'individu qu'on va prendre en compte quand on va réfléchir aux conséquences de nos actions. Et il s'agit d'une question éthique auquel on peut apporter plusieurs réponses. Alors une réponse assez courante, notamment dans le mouvement de l'altruisme efficace, c'est que c'est le critère de la sentience qui importe. La sentience, c'est la capacité à avoir des expériences positives ou négatives, des expériences de plaisir, de souffrance. Mais d'autres critères sont disponibles. On peut imaginer que le critère ce soit plutôt la capacité de prendre conscience de soi, d'avoir conscience de sa propre existence, ou d'autres facultés cognitives plus sophistiquées que la simple sentience. Une autre question éthique, c'est la suivante: en quoi consiste le bien-être d'un individu? L'altruisme efficace cherche à aider les autres de la manière la plus efficace, mais aider les autres, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire exactement, à partir de quand est-ce qu'on aide quelqu'un et à partir de quand est-ce qu'on cause du tort à quelqu'un. Pour répondre à cette question, il nous faut une théorie du bien-être d'un individu, donc de tout ce qui contribue à rendre la vie de cet individu meilleure ou pire. Et là aussi, il y a plusieurs théories qui se font concurrence, et donc il y a tout un débat d'éthique autour de ces théories. Par exemple, selon une théorie, la théorie hédoniste, c'est la balance des plaisirs sur les souffrances qui détermine directement le niveau de bien-être d'un individu. Selon une autre théorie, c'est la satisfaction des désirs, du plus de désirs possible de l'individu qui permet d'augmenter le bien-être de cet individu. Donc, voilà, là encore, il y a plein de théories possibles, plein de réponses possibles, et on peut développer des arguments contre la théorie hédoniste, par exemple. Un argument typique contre la théorie hédoniste, ça va être que si on était tous hédonistes, on prendrait tous des pilules pour être toujours un peu euphorique tout le temps, et sans se préoccuper jamais de notre vie quotidienne
des gens autour de nous, et peut-être que ça, c'est une conséquence contre-intuitive de l'adoption de l'hédonisme. Alors bon, voilà, ça c'est un argument, on peut juger qu'il est pertinent ou qu'il rate sa cible, mais voilà, on peut argumenter autour des théories du bien-être. La troisième exemple de question éthique, c'est quel poids faut-il attribuer aux générations futures? La question, elle est particulièrement pertinente parce que dans l'Altruisme, souvent cette réflexion, on cherche l'impartialité, et l'impartialité dans la manière d'aider les autres, et ça implique souvent de vouloir prendre en compte tous les individus possibles, y compris ceux qui ne sont pas encore nés. Sauf que la prise en compte de personnes qui ne sont pas encore nées, ça pose des problèmes un peu compliqués. C'est l'objet d'un domaine de la philosophie qui s'appelle l'éthique des populations. Donc pour certains philosophes, si une personne n'est pas encore née, il n'y a pas on ne devrait pas se préoccuper de son bien-être potentiel. On devrait se préoccuper seulement du bien-être des gens qui existent déjà, par exemple. Donc voilà, ça c'est des exemples de questions qui sont éthiques. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'elles sont éthiques? D'abord, en un sens, elles ont trait aux valeurs et pas seulement aux faits. Et une manière de dire un peu la même chose, c'est en disant qu'elles ont trait au normatif et pas seulement au descriptif. Alors normatif, c'est un terme un peu technique et pas facilement compréhensible, mais en gros là, je l'entends juste pour dire à peu près la même chose, que ça se rapporte aux valeurs et pas seulement aux faits. Donc, quand on est confronté à ce genre de questions éthiques, on peut essayer de débattre de ces questions, de chercher à comparer les différentes théories éthiques, de voir quelles sont les conséquences de l'adoption de chacune de ces théories. Mais assez souvent, on est quand même plutôt désemparé, parce que ce genre de questions, ça semble toujours délicat d'y répondre. C'est peut-être pas très bien ce qu'on fait quand on essaie de répondre à ce genre de questions. Ce sont des questions qui sont beaucoup plus difficiles à traiter que des questions qui seraient purement factuelles. Comme par exemple, où ai-je laissé mes clés hier, ou qui va être élu président en 2022, ou même la promotion de l'énergie nucléaire peut-elle permettre de limiter le réchauffement climatique. Alors je dis que ce sont des questions factuelles, ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des questions qui sont pas floues, qui sont tout à fait précises. La dernière question en particulier, pour vraiment qu'on apporte une réponse claire et nette, qu'elle soit positive ou négative, il faudrait sûrement faire un peu un effort d'interprétation de ce que ça veut dire que la promotion de l'énergie nucléaire, ce que ça veut dire de limiter le réchauffement climatique. Donc ça ne veut pas dire que la question est factuelle, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est tout à fait claire telle qu'elle est là. Il y a quand même un travail d'interprétation à faire. Mais une fois qu'on l'a interprétée de manière adéquate, donc il y a plusieurs manières de l'interpréter, mais d'une manière possible et spécifique, ensuite ça devient une question factuelle. On peut réfléchir à quelle est la bonne réponse. On peut se renseigner sur le réchauffement climatique, ses effets et ses conséquences, sur l'énergie nucléaire, sa production, sa diffusion, tous les enjeux liés à la politique énergétique, et on peut répondre à cette question factuellement, en un sens. Et en comparaison, les questions éthiques, elles sont beaucoup plus évasives. On ne sait pas trop de quelle manière on pourrait y répondre de manière convaincante. Et c'est ça un peu le point de départ de la métaéthique, qui nous invite à nous interroger sur les questions suivantes. D'abord, est-ce qu'il y a des réponses vraies ou fausses aux questions éthiques? Si oui, ou s'il y a des réponses qui peuvent être vraies ou fausses, quel est le genre de choses qui pourrait rendre vraie ou fausse la réponse à ces questions? Et en bref, du coup, c'est sur quoi portent ces questions, quoi. C'est quoi ce qui est en jeu quand on cherche à répondre à ces questions? Par ailleurs, on peut aussi s'interroger sur comment est-ce que je peux justifier mes réponses à ces questions, si jamais je peux justifier. Est-ce que c'est possible de véritablement connaître la réponse à une question éthique? Connaître dans le sens de j'adhère à une réponse possible et j'ai un haut degré de confiance que c'est la bonne réponse. Donc ces questions-là, ça appartient à ce qu'on appelle la métaéthique, qui est la discipline qui s'intéresse à la métaphysique et à l'épistémologie de l'éthique. Alors métaphysique, ce qu'on entend par métaphysique, là, ça va être quelle est la nature des faits et des propriétés morales. Un fait moral, par exemple, ça serait le meurtre, c'est mal. Ou alors il faut agir de manière altruiste. Une propriété morale, ça va être la propriété, par exemple, d'être juste ou injuste. Par exemple, une situation, elle peut être injuste. Une situation, par exemple, la situation d'esclavage, elle peut avoir la propriété d'être injuste. Ça serait une propriété morale. Et en ce qui concerne l'épistémologie, là, il s'agit de s'intéresser à la connaissance qu'on peut avoir des faits moraux, s'il y en a. Une question comme comment avons-nous des croyances morales justifiées, par exemple.
La métaéthique, elle est souvent présentée comme une des branches de l'éthique, aux côtés de ce qu'on appelle souvent l'éthique normative. Alors l'éthique normative, c'est tout ce qui, c'est en gros, c'est là où se débattent les différentes théories, par exemple la théorie utilitariste ou la théorie déontologique, ou est-ce que l'éthique des vertus, tous ces débats-là, ça relève plutôt de l'éthique normative. Et c'est aussi aux côtés de ce qu'on appelle l'éthique appliquée. L'éthique appliquée, c'est toutes les questions éthiques qui sont attachés à des pratiques comme la contraception ou l'avortement, donc des problèmes très pratiques d'éthique. Ce qui va nous intéresser, c'est bien la métaéthique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant même dans une perspective d'altruisme efficace? Bien d'abord parce que nos positions métaéthiques peuvent affecter et contraindre le type de position éthique qu'on va adopter. Ça veut dire que la métaéthique, c'est pas du tout quelque chose qui est complètement isolé de questions d'éthique plus pratiques. Et deuxièmement, parce que nos réponses aux questions métaéthiques peuvent éclairer la méthodologie à employer dans notre investigation des questions éthiques. Peut-être que selon notre position métaéthique, il faut investiguer les questions éthiques comme des questions scientifiques, par exemple. Dans ce cas-là, ça va déboucher sur une méthodologie assez spécifique. Et ça va nous permettre de nous guider quand on va débattre de questions éthiques, comme c'est quoi en quoi consiste le bien-être d'un individu. Donc souvent quand on s'intéresse à ces questions-là, peut-être qu'on est assez influencé par une position assez intuitive et assez présente typiquement dans des milieux zététiques par exemple. C'est l'idée qu'il y aurait un fossé un peu infranchissable entre d'un côté les faits et de l'autre côté les valeurs. Ça, c'est l'idée derrière ce qu'on appelle parfois la loi ou la guillotine de Hume. Il y aurait un fossé entre les affirmations factuelles et les jugements moraux. Si bien que la morale et les faits appartiendraient à deux domaines qui seraient complètement séparés. Concrètement, ça se traduirait par exemple par le fait que on peut jamais déduire à partir de bases, de prémices purement factuelles, des conclusions qui seraient morales. Et si on le faisait, ça serait pas bien du tout, ça serait un sophisme naturaliste, et on se ferait gronder par les zététiciens et par pas mal de gens qui pensent aussi de cette manière-là. Donc, cette idée de base, elle peut être interprétée en fait de différentes manières, et on va voir en fait au cours de cette présentation plusieurs positions métaéthiques qui reposent un peu sur des idées similaires, mais dans tous les cas, elle ne doit pas être du tout prise pour acquise. Il y a plein de positions métaéthiques qui la remettent complètement en question. Mais pour commencer avec une position métaéthique qui semble s'accommoder très bien de cette idée de fossé, qui sont parfaitement compatibles avec ça, on va commencer avec ce qu'on peut appeler le subjectivisme simple, qui est l'idée que ce que j'exprime dans mes jugements moraux, ça renvoie fondamentalement à des attitudes que j'ai, notamment à ce que je pense, c'est-à-dire mes croyances, ou à ce que je désire. Alors un petit mot sur le terme de croyance. Ici, c'est utilisé dans son sens technique et philosophique. Du coup, c'est pas du tout, je cherche pas du tout à opposer croyance à vérité. Je veux pas du tout donner l'impression qu'une croyance est toujours faux. Une croyance, c'est tout simplement le genre d'état mental qui peut être vrai ou faux. Par exemple, quand la plupart de mes pensées, elles peuvent être vraies ou fausses. Si je pense que j'ai encore du lait dans mon frigo, en quelque sorte, il s'agit d'une croyance. Je peux aussi croire que Berlin est la capitale de l'Allemagne. Pas mal de choses qu'on dit dans la vie quotidienne, ça reflète des croyances qu'on a. Donc le subjectivisme simple, c'est un peu une idée assez intuitive, j'imagine, qui est facilement compatible avec l'idée d'un fossé entre faits et valeurs, parce que ça suggère que effectivement, alors que les faits, ça relève de l'objectif, les valeurs relèvent du subjectif, de quelque chose qui juste dépend de toi et de ce que tu penses. Il y a plusieurs variantes de cette théorie. Je vais en présenter deux. Selon la première variante, en fait, quand on fait des jugements moraux, donc un jugement moral, c'est par exemple le meurtre c'est mal, ou l'esclavage c'est une situation injuste, ou alors tu as mal agi hier en refusant d'aider une vieille personne à traverser la route. Quand on fait des jugements moraux de type, on chercherait en fait même pas à décrire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on dit dans le vocabulaire philosophique qu'il s'agit d'une position non cognitiviste. En fait, on ferait qu'exprimer certaines de nos attitudes à l'égard de l'objet figurant dans le jugement moral. Donc, par exemple, il y a plusieurs variantes, mais une variante, ce serait de dire que quand on dit qu'il est bon d'agir de manière altruiste, en fait, on est juste en train de dire la même chose que vive l'altruisme. Donc, on exprime juste une sorte de sentiment très positif à l'égard de l'altruisme. Une position un peu plus sophistiquée nous dirait que quand on dit
qu'il est bon d'agir de manière altruiste, on exprime en fait un désir qui est un peu plus complexe, qui implique les autres individus. Et ce désir, en fait, c'est une sorte d'ordre qu'on donne aux autres individus d'agir de certaines manières. Donc là, l'idée, ce serait de dire, quand on dit il est bon d'agir de manière altruiste, ça veut dire vous devez agir de manière altruiste. On fait une prescription à notre interlocuteur. Une autre variante de subjectiviste, elle nous dit que si les jugements moraux, ça cherche bien à décrire des faits. Donc c'est bien, en un sens, ça reflète bien des croyances. Elles peuvent être vraies ou fausses. Mais en l'occurrence, les faits qui sont décrits par ces jugements moraux, ce sont des faits qui sont entièrement dépendants de mes attitudes. Et donc dans ce cas-là, dire qu'il est bon d'agir de manière altruiste, ça reviendrait simplement à attribuer à l'action altruiste la propriété d'être bonne, sauf que cette propriété, elle pourrait simplement, par exemple, être constituée par mon attitude d'appréciation de l'action altruiste. On me dit, ah oui, donc tu penses que l'action altruiste, elle est bonne? Et on répondrait, bah oui, elle est bonne. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, je veux juste te dire que moi, je l'aime bien. Ok. Donc c'est un peu deux positions qui sont assez similaires, deux variantes qui sont assez similaires. Et dans les deux cas, l'idée de base vraiment, c'est que ce qu'on exprime quand on fait des jugements moraux, c'est rien de plus que des attitudes que l'on a au moment même où on émet le jugement. Alors, c'est une position qui est quand même qui est assez intuitive, mais qui va un peu à l'encontre de certaines intuitions qu'on a concernant la morale. Si la morale, c'est quelque chose de purement subjectif, comme la théorie subjectiviste simple semble impliquer, alors ça veut dire que les vérités morales, elles varient d'un individu à l'autre. Donc ça débouche directement sur une sorte de relativisme total. En fait, il n'y aurait même pas vraiment de véritable désaccord éthique sur certaines questions, puisque tout le monde pourrait avoir raison en même temps, puisque chacun ne fait que exprimer son avis, son opinion, ou ses désirs, ne fait que projeter ses désirs sur certains objets. Et dans ce cas-là, ça veut dire également que les questions qu'on a vues au début, comme en quoi consiste le bien-être, quel poids attribuer aux générations futures, ce sont des questions qui ont des réponses, mais ce sont des réponses qui sont subjectives. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à en discuter plus longuement. En un sens, le subjectivisme, ça rend pas vraiment justice à l'ambition d'objectivité des jugements moraux qu'on peut avoir, et surtout, ça rend pas justice à la possibilité qu'on a de se tromper dans nos jugements moraux. On a quand même cette intuition-là que si on réfléchit à la question en quoi consiste le bien-être d'un individu, il y a des réponses qui sont meilleures que d'autres. De décrire des faits, des propriétés morales qui sont objectives, qui ne dépendent pas seulement de nous, et donc sur lesquelles on puisse se tromper. Et donc ça donne lieu donc à la question que j'ai écrite là: pourrait-il exister des faits, des propriétés morales objectives au-delà de ce qu'on pense et désire? Donc ça, c'est la question qui va nous intéresser dans la suite. Et toutes les théories métaéthiques qu'on va voir à partir de maintenant, elles disent que oui, il y a bien des faits et des propriétés morales objectives. Mais ensuite, elles sont pas d'accord entre elles sur exactement c'est quoi la nature de ces faits et de ces propriétés morales objectives. Et notamment, ces théories-là peuvent être divisées en théories naturalistes et théories non naturalistes. Les théories naturalistes, ce sont les théories selon lesquelles les faits et les propriétés morales sont simplement des faits et des propriétés qui sont empiriques. Et dans le vocabulaire un peu philosophique, on dit que ce sont des propriétés naturelles. Et selon le non-naturalisme, c'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une propriété empirique ou naturelle? En gros, ce sont les faits et les propriétés des choses qui nous entourent, typiquement une chaise, un atome, un État, une société, un individu, même un état mental. Ce sont des choses qui sont généralement considérées comme appartenant au monde naturel, au monde empirique qui nous entoure. Donc la question c'est: est-ce que les faits et les propriétés morales, ça relève de ce genre d'entité? Donc on va commencer avec les théories naturalistes, celles qui disent que oui, c'est bien des faits et des propriétés empiriques. Et on va commencer assez doucement en partant de notre théorie subjectiviste. On va considérer une théorie qui reste encore un peu d'inspiration subjectiviste, mais qui permet quand même l'existence de faits moraux objectifs. C'est la position qu'on peut appeler le subjectivisme idéalisé, selon laquelle les faits moraux dépendent non pas de nos attitudes réelles, celles qu'on a effectivement à un moment donné, comme c'était le cas pour le subjectivisme simple, mais les faits moraux dépendent des attitudes qu'on aurait sous certaines conditions, dans certaines circonstances, par exemple si on était parfaitement informé ou rationnel. Et cette option, ça permet de rendre compte de la possibilité que nos jugements moraux soient faux. Parce que ce que je peux penser là maintenant sur la morale, ça peut être très différent de ce que je penserais sur la morale si
J'avais beaucoup plus d'informations sur le monde qui m'entoure, sur moi-même, sur la manière dont, sur mon enfance par exemple, sur la manière dont j'ai été amené à adopter les croyances morales que j'avais auparavant. Et pareil, ce serait assez différent de si j'étais complètement rationnel, si j'étais parfaitement cohérent dans toutes les croyances que j'ai, que je me contredis jamais par exemple. Alors, en ce qui concerne les implications quant au relativisme, c'est un peu moins clair. Ça dépend vraiment de la manière dont on précise la nature de ce processus d'idéalisation. Qu'est-ce que ça veut dire de recevoir, enfin de devenir parfaitement informé sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire d'être parfaitement rationnel? On pourrait imaginer que, du moins, on pourrait défendre l'idée que une fois qu'on est parfaitement informé, parfaitement rationnel, on aurait en fait les mêmes croyances morales que n'importe quel autre individu. Donc il y aura une sorte de convergence des croyances morales de tous les individus une fois qu'on enclenche ce processus d'idéalisation de nous-mêmes. Mais c'est pas évident non plus. Et ça dépend de comment on répond enfin comment on détaille précisément ce qu'on entend par l'idéalisation de nos attitudes. Mais on peut quand même se demander dans tous les cas pourquoi est-ce qu'on devrait suivre l'avis, l'opinion de ce soi idéalisé. Ok, bon, il est sûrement plus cohérent s'il est parfaitement rationnel. On peut penser qu'il a de meilleurs avis, de meilleures croyances morales, mais c'est pas très clair de savoir pourquoi exactement on devrait quand même suivre son avis. Une manière de défendre l'idée que si on devrait suivre son avis, ça serait de dire que notre soi idéalisé, il est davantage capable que nous de découvrir des vérités morales. Donc c'est assez logique. Notre soi idéalisé, il est plus informé, il est plus rationnel, il peut traiter plus d'informations, donc sûrement il a plus de chances de découvrir ce que sont les vérités morales. Le problème, c'est que si on dit ça, là on s'éloigne tout à fait de l'esprit du subjectivisme idéalisé, parce qu'on postule tout simplement qu'il existe déjà au préalable des faits moraux qui sont indépendants de nous et qu'on pourrait découvrir. Et dans ce cas-là, notre soi idéalisé, il y a juste plus de chances que nous de découvrir ce que sont ces faits moraux indépendants de nous. Mais si ces faits moraux existent déjà indépendamment de nous, en fait, on n'a pas besoin de faire appel à l'idée d'un soi idéalisé. On peut juste se dire, ces faits-là, ils sont objectifs, ils existent déjà. Pas besoin de faire appel à l'idée qu'on aurait des soi idéalisés, etc. Donc ça nous amène dans une direction de forte objectification des faits et des propriétés morales, ce que j'ai appelé l'objectivisme naturaliste fort. Et dans cette direction-là, on peut avoir plusieurs approches. On pourrait d'abord un peu chercher à assimiler des entités morales à des entités empiriques d'une manière très simple, tout simplement en se fondant sur ce que nous disent nos meilleures théories morales. Par exemple, si on a une théorie morale hédoniste, selon laquelle le bien c'est le plaisir, seul le plaisir est bien et seul la souffrance est mal, on pourrait tout simplement dire, on vient de réduire la morale à l'empirique, on vient de dire tout simplement que le bien, c'est juste le plaisir, c'est rien de plus que le plaisir. Et là, on se retrouve apparemment avec une théorie naturaliste. On dirait qu'il y a rien de plus dans le monde que des faits empiriques, et la morale, c'est aussi des faits empiriques. De manière alternative, on peut aussi chercher à se fonder sur les sciences, se fonder sur une investigation scientifique. Et là, l'idée, ça pourrait être de traiter des entités morales et les concepts moraux un peu de la même manière qu'on traite des concepts empiriques ordinaires que l'on a et dont on cherche à s'intéresser à ce à quoi ils font référence. Par exemple, dans le langage ordinaire, on a le concept de timidité. La timidité, donc on dit quelqu'un est timide. En psychologie, par exemple, ça va être assez. Il y a plein d'efforts, de projets qui visent un peu à mesurer ce trait de psychologie qui est la timidité, de voir exactement à quoi ça correspond. Peut-être est-ce que ça correspond à quelque chose dans la tête, à, je sais pas, une certaine région du cerveau, etc. Là, l'idée, c'est de prendre comme point de départ un concept que l'on a dans le langage ordinaire et toutes les intuitions qu'on a autour de ce concept, et ensuite de voir qu'est-ce que une investigation scientifique nous apprend sur la nature de l'entité auquel réfère ce concept. Et donc, dans le cas de concepts moraux, on pourrait faire exactement la même chose. Par exemple, on pourrait dire, le concept de bien, dans quel contexte est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on qualifie quelque chose de bien ou de bon, dans quel contexte est-ce qu'on utilise le terme juste ou injuste, par exemple. On pourrait aussi remarquer que quand on qualifie quelque chose de bien, souvent on cherche aussi à louer, faire des louanges à cette chose-là. Si on dit que telle personne est une bonne personne,
cherche à en faire l'éloge. Si on dit que telle personne est une mauvaise personne, Hitler a agi mal, là c'est un peu l'inverse, on cherche plutôt à blâmer cette personne. Dans ce cas-là, on va pas, disons, la voir d'un œil très bienveillant. Donc on peut, à partir de cette connaissance un peu ordinaire de nos concepts moraux, réfléchir à quoi font référence ces concepts moraux, et ensuite on aura découvert ce que c'est que la morale. Alors bien sûr, à la fin, on aura sûrement une entité un peu complexe, parce que c'est vrai qu'on utilise un peu le vocabulaire moral un peu n'importe comment, mais au final, c'est pas si éloigné que ça de la manière dont on utilise le terme timide. On peut l'utiliser dans plein de contextes. Rien ne nous dit qu'au final, la timidité, c'est vraiment quelque chose de unique, un phénomène psychologique bien délimité. On pourrait imaginer qu'en fait, ça fait référence à plein de trucs différents et qu'en fait, c'est un peu laborieux. Le concept de l'entité timidité est quelque chose de très bizarre, quelque chose de psychologique très bizarre. Donc, il se pourrait très bien que ce soit la même chose pour les entités morales. On pourrait aussi imaginer que, via notre investigation de ces concepts moraux, on aboutisse à une certaine théorie de ce que c'est que la moralité, mais en mettant de côté certaines intuitions ordinaires qu'on a sur la morale, parce que c'est un peu difficile à prendre en compte. Et à la fin de notre investigation scientifique, on serait amené à redéfinir en quelque sorte nos concepts moraux d'une manière qui est un peu plus alignée avec les résultats de nos recherches scientifiques. Un exemple de ça pourrait être l'approche évolutionniste de la morale, par exemple. Il y a pas mal de scientifiques qui s'intéressent à d'où vient la morale, et eux, ils cherchent à en fournir une explication évolutionniste en mettant en évidence l'avantage en termes de survie et de reproduction que pourraient fournir les concepts moraux pour un individu. Et donc là, l'idée, ça serait au final de dire la morale, c'est rien de plus que cette entité qu'a identifié l'approche évolutionniste de la morale. Et on arrive bien ainsi à réduire complètement la morale à quelque chose d'empirique, quelque chose de naturel. Alors, le problème avec toutes ces théories naturalistes, c'est qu'elles semblent quand même un peu échouer à rendre compte de quelque chose qui semble assez intuitif à propos de la morale, c'est cette autorité qu'elle est censée avoir, cette autorité qu'elle est censée avoir sur nous. C'est-à-dire que, par exemple, quand une personne croit qu'il est bon d'agir de manière altruiste, intuitivement, ça implique forcément, à moins qu'elle soit complètement irrationnelle et complètement incohérente, mais ça devrait quand même impliquer qu'elle doive se sentir un peu motivée à agir en conformité avec cette croyance morale. Et cette caractéristique, on la retrouve pas du tout dans les théories naturalistes qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. On l'a retrouvée clairement dans les théories subjectivistes, puisque les faits moraux reflétaient seulement des attitudes que l'on avait, des attitudes de désir, par exemple, que l'on avait, très clairement, les faits moraux allaient nous motiver. Mais en ce qui concerne les faits naturels identifiés par les théories naturalistes, ça, c'est pas le cas du tout. En d'autres termes, si on présentait les résultats de la recherche sur les causes évolutionnistes, l'explication évolutionniste de la morale, qu'on disait, finalement, la morale, c'est juste ça. Le fait de favoriser la coopération ou la réciprocité qui permet d'avoir un tel bénéfice en termes de valeur adaptative pour l'individu, etc. Si on présentait toute cette théorie scientifique, en un sens, je serais vraiment, j'ai l'impression, justifié à dire, mais et alors, est-ce que, quand bien même tu me dis que c'est ça la morale, moi, en quoi ça me touche? Est-ce que tu es en train de me dire que je devrais vraiment agir selon les faits moraux que tu viens d'identifier? J'ai pas vraiment l'impression que c'est le cas. Parce que tu viens juste de me décrire des faits qui sont complètement empiriques, qui sont complètement naturels. Moi, c'est pas de ça dont je me préoccupe. Moi, je me préoccupe de la morale qui a cette autorité qui, une fois que je pense que quelque chose est une vérité morale, une fois que j'ai une croyance morale, je veux agir en conformité avec cette croyance morale. Donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu de comment est-ce qu'on peut rendre compte de cette autorité que la morale semble avoir. Comme c'est une critique des théories naturalistes, il s'agit peut-être maintenant de s'orienter vers des théories qui sont non naturalistes, peut-être parce qu'on considère que toute théorie naturaliste sera amenée à échouer à rendre compte de cette autorité. Que les faits empiriques, ces faits naturels, ce sont pas des faits qui peuvent motiver les individus à agir. Donc ce qu'il nous faut, ce sont des faits qui seraient non naturels, qui seraient non empiriques. Et donc selon le non-naturalisme, les faits moraux appartiennent à leur propre domaine de réalité, qui seraient séparés au moins en partie du monde empirique, et qui aurait cette propriété étrange de pouvoir nous motiver à agir, d'avoir cette autorité. Alors, cette position métaéthique, elle s'éloigne de pas mal d'intuitions qu'on a sur ce que c'est que la morale, et elle va déboucher sur pas mal de problèmes. Mais on peut se demander d'abord comment, selon cette théorie, on aurait accès aux entités morales. Donc, qu'en est-il de l'épistémologie morale? Comment est-ce que je sais que le meurtre c'est mal,
si le fait que le meurtre est mal, c'est un fait qui est absolument pas empirique, qui existe dans un autre domaine de la réalité. Donc pas mal de philosophes non naturalistes sont aussi intuitionnistes, c'est-à-dire ils adhèrent à la doctrine qu'on appelle l'intuitionnisme. Et ça, c'est l'idée selon laquelle c'est via des intuitions qu'on aurait accès aux vérités morales. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par intuition ici? Il s'agirait de croyances un peu primitives, dans le sens très très basique, un peu fondamental, ou même plutôt des sortes d'impressions au sujet de certaines énoncés. Par exemple, le meurtre c'est mal, et sont des impressions qui seraient pas justifiées par d'autres arguments. C'est-à-dire qu'on n'infère pas ces croyances ou ces impressions, et ce sont des croyances ou des impressions qui devraient paraître évidentes. Donc l'idée, c'est quand je réfléchis à l'idée que le meurtre c'est mal, je pourrais avoir une sorte d'intuition un peu fondamentale. Ah oui, ça c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. C'est pas que je le sens, c'est que j'ai vraiment cette intuition un peu intellectuelle. Ah oui, c'est vrai. Je reconnais de manière évidente. C'est un énoncé qui est vrai. Donc ça, c'est la manière par laquelle on pourrait avoir accès aux entités morales et donc aux vérités morales. Ok. Donc maintenant, je vais passer au problème auquel est confronté le non-naturalisme. Donc d'abord, en présentant l'intuitionnisme, je pense qu'on a déjà pu tous avoir des doutes sur cette théorie-là. Il faudrait un peu en dire plus sur c'est quoi ces intuitions un peu primitives qui devraient être en mesure de guider la réflexion. Moi, personnellement, quand je réfléchis aux énoncés éthiques et même à ceux qui sont parfois pris comme des trucs très fondamentaux, très primitifs et basiques comme le meurtre c'est mal, j'ai pas de manière évidente une sorte d'impression que ah oui c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Non, j'ai pas vraiment cette impression-là et je sais pas trop à quoi pourrait correspondre cette impression-là. Moi en tout cas je suis encore en train de la rechercher. Par ailleurs, les intuitions morales de manière plus générale, elles sont souvent mobilisées dans la réflexion éthique, par exemple pour répondre aux questions éthiques qu'on avait vues précédemment, qu'est-ce que le bien-être, etc. Et malheureusement, on a montré par les recherches empiriques que souvent ces intuitions-là, elles peuvent assez facilement être influencées par des facteurs qui ne sont pas moraux, mais des facteurs non moraux, comme bien sûr le groupe social auquel on appartient, l'éducation qu'on a eue, tous les facteurs culturels, et même également par des effets de cadrage, de framing, comment est-ce que on formule de manière précise le problématique auquel on est confronté. On sait que tout ça, ça va jouer sur les intuitions qu'on a sur des cas éthiques. Ça semble du coup suggérer que ces intuitions primitives, peut-être que tout simplement elles n'existeraient pas vraiment. Donc ça, c'est le premier problème et vraiment un gros problème. Le deuxième problème, il est un peu plus technique. C'est ce qu'on appelle le problème de la survenance. Et le défi, c'est d'expliquer comment est-ce que les faits moraux surviennent, ça c'est la terminologie philosophique, surviennent sur des faits empiriques. Et que les faits moraux surviennent sur les faits empiriques, ça veut dire que ils ne peuvent pas se produire indépendamment de certains faits empiriques. C'est comme s'ils étaient ancrés dans les faits empiriques. On ne peut pas faire varier les faits moraux indépendamment de faits empiriques. Alors ça, c'est un peu plus technique comme critique qui est faite au non-naturalisme. Mais c'est l'idée que si on a vraiment deux domaines de réalité qui sont complètement différents, on devrait pouvoir imaginer l'un sans l'autre et faire varier l'un sans faire varier l'autre. Donc, imaginer qu'il y ait des choses qui soient justes ou injustes, par exemple, indépendamment de toute chose empirique. Et ça semble un peu bizarre parce que on a quand même l'intuition que, une fois que on a fixé en quelque sorte tous les faits empiriques, ça détermine complètement ce qui est bien, ce qui est mal, ça détermine complètement les faits moraux. Donc là, on a un peu un problème, qui est un peu un problème plus technique et peut-être pas facile à saisir. Le troisième problème, par contre, lui, il est assez facile à saisir et je trouve particulièrement redoutable. C'est le problème de comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'accès qu'on a à un domaine qui serait, donc le domaine moral, qui serait un domaine surnaturel, en quelque sorte, alors même que nous, on fait partie du monde naturel, du monde empirique. Donc en d'autres termes, moi, Antonin, mais vous aussi, vous faites partie du monde empirique. Vous avez un corps, vous avez des états mentaux, mais on a quand même de bonnes raisons de penser que même vos états mentaux, ils sont réductibles à des états neurobiologiques, qui sont eux-mêmes réductibles à des états physiques. Et donc, on a un peu l'impression que on est tous complètement, intégralement au sein, on fait partie de ce monde naturel. Et si c'est le cas, alors c'est pas très clair de quelle manière on pourrait vraiment avoir accès à des vérités morales, à des vérités qui ne feraient pas partie de ce monde naturel.
Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'expliquer ça? Eh ben parce que dans le domaine naturel, en quelque sorte, ça fonctionne un peu en vase clos, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, bah, ça peut s'expliquer de manière naturelle. Et notamment les intuitions que j'ai, bah en fait, elles s'expliquent de manière naturelle entre guillemets. C'est des états mentaux qui sont les mêmes états biologiques. On peut les expliquer de manière évolutionniste. Peut-être que la croyance que cette intuition que le meurtre c'est mal, c'est une intuition qui me procurait une grande valeur adaptative qui procurait une grande valeur adaptative à mes ancêtres. Donc les intuitions qu'on a, tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut penser nous, tout peut s'expliquer de manière naturelle. Ou du moins c'est assez raisonnable de penser que c'est le cas. Et si c'est le cas, alors on ne sait plus du tout de quelle manière on pourrait avoir accès à ces vérités morales qui sont par définition censées ne pas être naturelles. On pourrait imaginer du coup qu'il y ait une sorte de coïncidence incroyable, qu'en fait on soit complètement déterminé par des causes empiriques à penser que le meurtre c'est mal, et que, de manière assez incroyable, c'est aussi vrai que le meurtre c'est mal, qu'il y a une vérité morale selon laquelle le meurtre est mal. Mais ça semblerait une coïncidence un peu bizarre, parce qu'il n'y a rien en fait qui nous relie actuellement à cette vérité morale, parce qu'elle peut pas nous influencer. Elle gravite dans cet espace, dans ce domaine non naturel. Nous, on est bien dans le domaine naturel, donc on voit pas trop qu'est-ce qui garantirait que nos croyances morales puissent au moins parfois être vraies. Il y a rien qui, il y a pas de scénario plausible dans lequel un fait moral qui explique le fait qu'on a telle ou telle croyance morale. Donc ça semble assez problématique. Ça veut dire aucune de nos croyances morales ne serait vraiment justifiée sur une base morale. On pourrait toutes les expliquer sur une base empirique. Ok. Donc ça, c'était les trois gros problèmes au naturalisme. Avant d'aller plus loin, on peut faire d'emblée un petit bilan, parce qu'on a en fait fait le tour de la plupart des positions métaéthiques existantes. Et au final, on a été amené à identifier à peu près 3 desiderata qui sont assez intuitifs et qui nous ont guidés tout au long de cette présentation jusqu'à maintenant. D'abord, il y a cette idée que les faits moraux, ou du moins les faits moraux qui nous intéressent, ceux qui nous intéressent par exemple pour répondre aux questions éthiques sur ce qu'est le bien-être, bah, ce sont des faits qui sont objectifs. Ils ne doivent pas dépendre de ce que les individus veulent ou de ce que les individus pensent. Par ailleurs, les faits moraux, ils doivent avoir cette sorte d'autorité qui est très difficile à caractériser plus en détail, mais moi j'ai un peu cette intuition qu'effectivement ils ont cette sorte d'autorité. Je ne sais pas si cette intuition, on pourra en discuter après, mais si je pense vraiment que donner 10% de mon salaire, c'est ce que je dois moralement faire, alors je devrais au moins un petit peu être motivé pour le faire. Et enfin, troisième desiderata, ou plutôt contrainte, qui s'exerce sur toute théorie métaéthique, c'est que ça ne soit pas en conflit direct avec une perspective naturaliste sur le monde. Alors bon, là je veux pas d'emblée rejeter toute théorie non naturaliste, mais l'idée ça serait que faut quand même pouvoir expliquer de quelle manière ça s'articule avec ce qu'on sait sur le monde empirique qui nous entoure. Et la théorie qu'on a vue, la théorie intuitionniste par exemple, elle semble un peu échouer à ça. Ok, donc à partir de ces 3 desiderata qui semblent assez intuitifs, on peut maintenant aborder un problème un peu plus général de métaéthique, qui est le débat entre réalisme et anti-réalisme moral. On va voir que les desiderata qu'on a identifiés en fait nous servent à préciser un peu ce débat-là. En toute généralité, on peut définir le réalisme moral comme la thèse selon laquelle tout simplement il existe des faits moraux. C'est ma variante 1 du réalisme moral. Et l'anti-réalisme moral, c'est l'idée selon laquelle il n'existe pas de faits moraux. Mais seulement on a vu que en fait c'est assez facile d'affirmer qu'il existe des faits moraux à partir du moment où on dit ah oui ce sont des faits moraux, mais en fait ce sont des faits complètement subjectifs, ou alors si on dit ah ce sont des faits moraux, mais ce sont des faits qui sont par exemple réductibles à des entités définies de manière en termes évolutionnistes. On a vu que c'est assez facile d'avoir ces positions-là, mais en un sens c'est pas exactement ce qu'on entend quand on parle de réalisme moral. Peut-être qu'on a plutôt en tête la variante numéro 2 de réalisme moral, la thèse selon laquelle il existe des faits moraux, mais où ces faits moraux-là, ils sont objectifs, c'est-à-dire indépendants des activités du sujet, et ils ont cette autorité qu'on a déjà mentionnée, ils ont l'autorité requise. On a vu que c'était très difficile de défendre le réalisme moral dans le sens numéro 2. Parce qu'il y a pas vraiment de théorie qui permet de satisfaire tous les desiderata. Et ça, c'est aussi ce que pensait Mackie, qui a élaboré ce qu'on appelle la théorie de l'erreur, qui est assez connue parmi les différentes positions éthiques. Et selon la théorie de l'erreur, d'abord, nos jugements moraux, ils visent bien à décrire des faits moraux au sens 2. Donc,
le sens il existe des faits moraux qui sont à la fois objectifs et qui ont cette autorité, mais il n'y aurait pas de tels faits moraux. Ça veut dire que tous nos jugements moraux sont systématiquement faux. Donc la théorie de l'erreur, elle implique un anti-réalisme dans le sens 2. Donc ça, c'est un peu la théorie qui est au final assez attractive. Et sur ce, on va passer à la question de l'incertitude métaéthique. Parce que, comme on va le voir, la question de l'incertitude métaéthique peut nous permettre de mieux appréhender le débat entre réalisme moral et anti-réalisme moral. Donc, on peut être dans une situation d'incertitude empirique, ça c'est assez courant. Si je dois réfléchir à est-ce que je prends un parapluie le matin en partant de chez moi, je peux être dans l'incertitude sur le fait qu'il pleuve ou pas aujourd'hui. Mais je peux aussi être dans une incertitude morale. Alors ça, c'est un type d'incertitude qui est un peu plus controversé. Mais l'idée, c'est que je peux, par exemple, être incertain sur le fait que l'avortement soit quelque chose de moralement répréhensible, par exemple. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est ni l'incertitude empirique, ni l'incertitude morale, mais c'est l'incertitude métaéthique, celle où on ne sait pas quelle théorie métaéthique est correcte, laquelle des théories métaéthiques qu'on a esquissées est la théorie correcte. Donc, dans ce cas-là, on peut penser que, comme dans tous les autres cas d'incertitude, on peut attribuer des degrés de crédence, degré de croyance, probabilité subjective aux différentes théories qui sont à disposition. Dans ce cas-là, on serait amené à se demander quel degré de crédence est-ce que devrait attribuer au non-naturalisme, au naturalisme ou à l'existence de vérité morale qui soit objective. Et ce qui va nous intéresser particulièrement dans cette réflexion sur l'incertitude métaéthique, c'est son application au cas du réalisme, de l'antiréalisme moral. Parce que, de manière générale, une fois qu'on a dit qu'on était incertain sur quelle théorie métaéthique est correcte, et qu'on a assigné des degrés de crédence, on n'a pas énormément éclairé notre prise de décision concrète. Pourquoi? Parce que ces théories métaéthiques, elles déterminent pas directement ce qu'on doit faire très concrètement. Donc c'est pas comme si on avait énormément éclairé notre prise de décision concrète. Quelque chose qui peut éclairer notre prise de décision concrète, c'est ce qu'on appelle qui a été appelé le pari antinihiliste. Donc c'est un argument selon lequel en fait on peut en pratique faire comme si l'antiréalisme était faux. Donc on peut faire comme si il y avait bien des faits moraux. Et en fait, il s'agit d'un argument qui appartient à une famille un peu plus générale d'arguments par lesquels on va résoudre en quelque sorte une incertitude grâce au fait que une des théories possibles auxquelles on attribue une crédence, alors d'une manière que vous comprendrez mieux un peu ensuite après les explications, mais une des théories possibles détermine bien plus la valeur des résultats des conséquences de nos actions que les autres théories. Donc c'est comme si en fait, quand on avait plusieurs théories à disposition, on se rendait compte que en fait c'est une théorie qui permet qui est la plus utile ou qui permet le plus de nous guider dans notre prise de décision pratique. L'idée a été déjà entrevue par Pascal, qui nous proposait dans son pari, le pari pascalien, qui nous proposait un argument en faveur d'agir de manière en conformité avec les préceptes religieux. Et il me disait que si j'agis de manière en adéquation avec les principes religieux et que Dieu existe vraiment, alors je vais passer l'éternité après ma mort, je vais passer l'éternité au paradis. Si j'agis de manière en conformité avec les principes religieux, mais que Dieu n'existe pas, alors là il va rien se passer parce que quand je vais mourir, je vais juste mourir. Mais par contre, si je n'agis pas en conformité avec les principes religieux, mais que Dieu existe, là par contre, je vais passer l'éternité en enfer. Et donc là, l'idée, c'est à chaque fois que dans une de ces alternatives, si Dieu existe, il y a une sorte de la valeur du résultat de notre action, elle est beaucoup plus importante que la valeur de notre action si dans l'autre alternative, si Dieu n'existe pas. Parce que là, on parle d'une éternité, donc d'une infinité. Et ça implique, du moins pour Pascal, qu'on a de bonnes raisons d'agir conformément aux préceptes religieux. En quelque sorte, on n'a pas grand-chose à perdre. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire la même chose avec en ce qui concerne l'incertitude à l'égard du réalisme moral? Donc là, l'idée, il faut se mettre dans la situation, imaginez que vous êtes en position de pouvoir tuer quelqu'un. Et vous vous posez la question, est-ce que je tue cette personne ou est-ce que je ne la tue pas? Donc vous avez un certain degré de crédence dans le réalisme moral, donc l'idée qu'il y a des faits moraux, et vous avez un autre degré de crédence dans ce que j'ai appelé là le nihilisme moral, mais c'est juste l'anti-réalisme moral. Et donc là on peut se demander, qu'est-ce qui se passe si le nihilisme moral est vrai?
et que si je tue quelqu'un, qu'est-ce qui se passe si le réalisme moral est vrai et que je tue quelqu'un, etc. Et là, ce qu'on peut observer, du moins c'est ce qui est argumenté par les gens qui proposent ce pari anti-nihiliste, c'est que si le réalisme moral est que je tue quelqu'un, là j'aurais fait quelque chose de vraiment très mal. Et donc là, la valeur du résultat de mon action, elle est très négative, elle est à -100. Si le réalisme est vrai et que je ne tue pas la personne, là par contre c'est bien, je suis une bonne personne, du coup la valeur des conséquences de mon action, elle est à 10. Et par contre, en ce qui concerne, si le nihilisme moral est vrai, l'antiréalisme moral est vrai, là, c'est un peu moins clair, parce que si l'antiréalisme moral est vrai, il n'y a plus vraiment de valeur morale, donc c'est pas très clair c'est quoi les conséquences de nos actions. L'idée qu'on peut défendre, et qui semble assez intuitive, c'est que si l'antiréalisme moral est vrai, en fait, il faut imaginer que la valeur des conséquences de nos actions, elle est toujours à 0. Parce que plus rien ne compte, du coup, c'est comme s'il y avait 0 valeur. Donc ça, c'est le tableau que vous voyez à droite. Le même tableau, mais cette fois-ci où les points d'interrogation ont été remplacés par des zéros. Et cette fois-ci, on se rend bien compte que dans notre prise de décision pratique, ça va toujours valoir le coup de prendre pour acquis le réalisme moral. Parce que le nihilisme moral, en fait, ça fait jamais vraiment de différence. C'est le réalisme moral qui fait une différence. En d'autres termes, si on agit selon le nihilisme moral, mais qu'en fait le réalisme moral est vrai, alors on fait une grosse erreur si on tue la personne, parce qu'on arrive à -100. Si par contre on agit selon le réalisme moral et du coup on ne tue pas la personne, mais que le nihilisme moral est vrai, on s'en fout un peu, parce que tout est à 0, donc ça change pas grand-chose. Et donc l'idée c'est que si ce pari anti-nihiliste est convaincant, on devrait agir en pratique comme si le réalisme moral était vrai. Donc voilà, moi je suis pas très convaincu par ce pari-là. On pourra en discuter plus en détail ensuite. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et de choses aussi à clarifier. Mais c'est une manière de réfléchir qui est quand même assez intéressante et qu'on va retrouver dans pas mal de travaux récents en philosophie morale. Et du coup, sur ce, on arrive à la conclusion de cette présentation. Alors pour la conclusion, j'étais pas particulièrement inspiré, notamment parce que, comme vous avez pu observer, il n'y a pas vraiment de conclusion très ferme auquel je suis arrivé. Et ça, je pense, ça représente bien mon propre état d'incertitude assez extrême sur les questions métaéthiques. Donc globalement, on a passé en revue plusieurs positions métaéthiques: subjectivisme idéalisé, naturalisme, non-naturalisme, réalisme et anti-réalisme moral. Ça fait beaucoup de ismes. On a vu aussi que, de manière pas très étonnante, toutes ces positions, elles ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Chose peut-être aussi importante, si vous étiez un peu parti avec les idées intuitives qu'on a dans les milieux, c'est que l'idée d'un fossé entre faits et valeurs, c'est très loin d'être consensuel. Et cela clôt ma présentation. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai aussi une diapo supplémentaire, mais beaucoup plus spéculative sur ma propre opinion sur cette question. Est-ce que une autre théorie métaéthique pourrait ne pas être l'hédonisme, entendu non pas comme théorie éthique, théorie métaéthique. Je vous mets quand même pour lecture ma diapo qui suit. Je trouve que de manière générale, l'hédonisme en morale, en philosophie morale et en métaéthique est pas assez prise au sérieux. Je pense qu'il y a du potentiel qui est souvent un peu délaissé. Il y a du potentiel de l'hédonisme qui est souvent délaissé dans la discussion récente sur l'hédonisme et en philosophie morale. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal d'arguments à développer justement sur ce genre de choses-là, de lier un peu la valeur intrinsèque du plaisir à des propriétés de la conscience qui sont ensuite réductibles ou non à des propriétés physiques. Mais du coup, en attendant, j'attends vos questions et vos commentaires. Merci beaucoup.